Et merci beaucoup, Guillaume. Donc, à l'occasion du 650e anniversaire de la mort de Boccace, qui est mort en 1375, et 50 ans après cette magnifique exposition Boccace en France de l'humanisme à l'érotisme, organisée par la Bibliothèque nationale de France et les commissaires Florence Calu et François Avril avaient réuni bien 252 œuvres, non seulement de Boccace, mais aussi sur la fortune, sur l'iconographie boccacesque, donc une exposition vraiment mémorable. Et vous trouvez le catalogue numérisé dans la bibliothèque numérique de la BNF, dans Gallica. Donc ce soir, nous allons vous présenter 2 manuscrits du Décaméron, comme Guillaume vient de le dire, 2 fleurons des collections du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, l'italien 482 et l'italien 63. Pourquoi nous avons choisi ces 2 manuscrits? Parce que l'italien 482 est le plus ancien exemplaire illustré du Décaméron, presque contemporain de peu de temps, réalisé peu de temps après la fin de la rédaction de l'œuvre, et l'italien 63, qui est le plus complet dans son apparat iconographique, c'est-à-dire que chaque nouvelle est introduite par une vignette. Et aussi parce que ces 2 manuscrits sont attestés dans la Bibliothèque des rois de France depuis très longtemps. Le premier, il est dans les collections royales depuis l'époque de Louis XI, et le second, l'italien 63, est dans les collections de la bibliothèque depuis l'époque de Charles VIII. Tous les 2 manuscrits donc, se trouvaient au château d'Amboise à la fin du XVe siècle. Donc vous allez entendre un trio ce soir, donc on se passera la parole entre nous. Donc c'est Graziella qui va introduire Boccace et le Décaméron. Alors, qui était Jean Boccace? Ses origines demeurent en partie obscures. Boccace était un enfant illégitime. Son père, Boccaccino di Chellino, appartenait à la petite bourgeoisie marchande au service de la puissante banque des Bardi. Sa mère, un mystère. Boccace prétend qu'elle était une aristocrate parisienne de sang royal, mais son extraction sociale semble avoir été bien plus modeste. Le jeune Boccace reçoit une solide formation et grandit d'abord à Certaldo, au sud de Florence, puis à Florence même dès 1320. En 1327, Boccace accompagne son père à Naples, où celui-ci doit représenter la famille des Bardi auprès du roi Robert d'Anjou. Placé dans un comptoir pour y apprendre le commerce, Boccace résiste pourtant aux carrières qu'on lui destine, rejetant tant le négoce que les études de droit qu'on lui impose. Selon ses propres mots, il se sent appelé à la poésie dès le sang maternel. Ce séjour napolitain, qui dure 13 ans, revêt pourtant une importance cruciale dans sa formation. La Naples de Robert d'Anjou est alors une ville cosmopolite et prospère qui accueille nombre d'artistes de lettrés. Boccace y enrichit sa connaissance des auteurs classiques et découvre, grâce à la Bibliothèque royale angevine, la littérature en langue française, dont l'empreinte marquera ses premières œuvres. À la fin de 1340, Boccace doit quitter Naples à contre-cœur. Son père, confronté à des difficultés financières, le rappelle auprès de lui à Florence. À partir de ce moment, c'est principalement en Toscane que Boccace mènera sa vie, entre Florence et Certaldo. Comparée à Naples, Florence était à l'époque une ville beaucoup plus modeste et provinciale, et vivait une situation politique fragile, tourmentée par des révoltes et des faillites de banques. La situation de la ville s'aggrave encore au début de 1348 avec l'arrivée de la peste noire, pandémie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité qui divise quasiment par 2 la population européenne. C'est cette expérience tragique à laquelle Boccaccio survit qui lui donne l'impulsion d'écrire le Décaméron, l'œuvre qui, plus que toutes les autres, a marqué sa postérité. Donc, le Décaméron est un recueil composé de 100 nouvelles. Le titre dérive du grec ancien et signifie 10 journées, car ces nouvelles sont racontées à tour de rôle, 10 par jour,
pendant 10 jours par les membres d'une brigade composée de 7 jeunes femmes et 3 jeunes hommes, tous issus de la haute société florentine. C'est la Lieta Brigade. Ces jeunes gens se sont réfugiés dans une villa des environs de Florence pour échapper aux ravages de la peste noire, peste qui est longuement décrite dans l'introduction. Pour eux, il s'agit de passer le temps, notamment les heures les plus chaudes de la journée, en oubliant le drame de l'épidémie, à laquelle ils ont d'ailleurs l'interdiction de faire référence dans leur récit. Donc on peut passer directement sur le manuscrit, au feuillet 5 recto. Donc c'est le manuscrit italien 482. Donc au niveau du titre, donc on le connaît comme le Décaméron, mais le véritable, donc on peut aller faire un focus sur le titre en rouge au début du 5. 5. Voilà. Ok, très bien. Donc, l'œuvre est connue comme le Décaméron, mais le véritable titre, le titre complet que nous lisons au début des manuscrits qui le transmettent, est Comincia il libro chiamato Decameron. Ici commence le livre qui a pour titre Décaméron et pour sous-titre Prince Galéo. Donc, Boccace fait ici référence à Galéo, figure du Lancelot en prose, célèbre pour son amitié envers Lancelot, au point de se laisser mourir pour lui. Si Dante, dans le chant 5 de l'Enfer, évoque Galéo comme entremetteur entre Lancelot et Guenièvre et entre Paolo et Francesca, Boccaccio retient le Galéo ami fidèle, car Boccace confie avoir survécu au tourment amoureux grâce au soutien d'un ami. Donc, le titre complet de Décaméron est ainsi un hommage à l'amitié qui l'a sauvé. À travers le Décaméron, Boccace veut à son tour offrir un peu de réconfort. Mais ce réconfort, Boccace ne l'adresse pas directement à celui qui l'a aidé, car sa sagesse et sa bonne fortune lui permettent de s'en passer. Il décide d'adresser ce réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, le Décaméron, nous dit Boccace, est destiné essentiellement aux femmes, perché le donne possano utile consiglio pigliare, pour le secours et le refuge de celles qui aiment. Les dames qui le liront pourront à la fois se complaire aux choses divertissantes qui y sont montrées et en prendre d'utiles conseils, dans la mesure où elles pourront y reconnaître ce qui est à fuir et pareillement ce qui est à imiter. Mais pourquoi s'adresser aux femmes ? Boccace reprend ici un topos ancien, celui de la fragilité féminine, mais en y ajoutant un constat lucide. À son époque, les femmes ont moins d'occasions que les hommes de se divertir et d'échapper à la mélancolie. Les hommes, eux, peuvent aller et venir, chasser, jouer, commercer et ainsi oublier rapidement les chagrins d'amour. Mais ce n'est pas le cas pour les femmes. D'où le désir d'offrir aux femmes une lecture en langue vernaculaire, en italien, qui puisse les distraire et adoucir leurs peines. Pour cela, Boccace compose un recueil savoureux et éclectique qui puise à la littérature classique, notamment à Ovide, comme aux fabliaux français, aux contes orientaux, mais aussi et surtout au monde urbain et marchand que Boccace connaît très bien. Car c'est là une des forces du Décaméron, les histoires dressent un véritable tableau de la société de l'époque. Plusieurs personnages sont issus du monde marchand, certains ont réellement existé. Les récits s'inscrivent dans leur temps, avec ces grands événements et ces tensions politiques. Et quand il est question d'amour, Boccace en écrit avec une verve et un réalisme qui rompent avec les conventions de la lyrique et du roman courtois. Donc, je reviens au PowerPoint. Voilà. Donc, le succès du Décaméron a été considérable. Nous en conservons aujourd'hui 60 manuscrits italiens et sa diffusion en France et en Europe s'est amplifiée encore grâce aux traductions et à l'imprimerie. Donc, l'héritage du Décaméron s'est manifesté de deux façons. D'un côté, à travers sa structure de nouvelles enchâssées dans un récit cadre,
structure qui est reprise notamment par Marguerite de Navarre dans l'Heptaméron. De l'autre côté, à travers la circulation autonome de certaines nouvelles qui ont parfois donné naissance à des traditions si éloignées de leurs sources qu'on ne les associe même plus à Boccace. C'est le cas par exemple de l'histoire de Griselda, Griseldis, dernière nouvelle du Décaméron, mais première à circuler en France, traduite d'abord par Pétrarque, puis retravaillée par de nombreux auteurs au fil des siècles. Le Décaméron a suscité des réactions contrastées d'admiration et de condamnation qui seraient évidemment impossibles d'esquisser en quelques minutes. Donc, les nouvelles avaient déjà commencé à circuler avant même que Boccace n'achève son recueil. Dans sa conclusion, il est déjà contraint de se défendre face aux détracteurs qui l'accusent d'avoir fait dire ou entendre aux femmes des choses peu convenables. Rappelons que en 1563, le Décaméron est placé à l'index des livres interdits. Donc, de nombreuses éditions sont alors épurgées des nouvelles jugées trop licencieuses ou scandaleuses. Parallèlement, auteurs de théâtre, musiciens et écrivains puisent librement dans le Décaméron, mais en l'adaptant à leur goût. Ils retiennent surtout les intrigues grivoises et plaisantes, gommant le plus souvent la portée humaniste et sociale de l'œuvre. Signe de cette réception ambiguë, la langue italienne a même forgé l'adjectif boccacesco pour qualifier des faits et situations qui rappellent les nouvelles plus licencieuses du Décaméron. Alors, pour illustrer cette réception, voici un tableau du peintre romantique Gustave Vapers, donc Boccace lisant le Décaméron à la reine Jean de Naples. Donc, la scène met bien en évidence l'atmosphère sensuelle et érotique souvent associée aux histoires de Boccace. Ce tableau, comme les très nombreuses réécritures du Décaméron, témoigne d'une certaine liberté, une liberté qui fait d'ailleurs écho à celle que revendique Boccace lui-même dans sa conclusion. On ne doit pas accorder moins de liberté à ma plume qu'au pinceau du peintre. Donc, après avoir évoqué la fortune du Décaméron, passons maintenant à sa transmission matérielle. Alors, voici un petit tableau récapitulatif de la présence du Décaméron dans les collections de la Bibliothèque nationale. Sur les 60 manuscrits italiens du Décaméron conservés dans le monde, 9 se trouvent à la BNF. Il faut aussi y ajouter 6 exemplaires de la première traduction française réalisée vers 1414 par Laurent de Prémier-Fait pour le duc Jean de Berry, une traduction faite à partir d'une version latine aujourd'hui perdue. Les 2 manuscrits italiens que nous allons voir ce soir sont tous les 2 rédigés dans une écriture qui est typiquement italienne. C'est la mercantesca. C'est le cas d'un peu moins de la moitié des manuscrits du Décaméron conservés et notamment des manuscrits les plus anciens. Alors, cette écriture, la mercantesca, servait à écrire en langue vernaculaire, donc en italien, contrairement à l'écriture gothique puis humanistique réservée à la culture savante en latin. La mercantesca était l'écriture de ceux qui avaient besoin d'écrire dans leur métier au jour le jour, donc marchands, banquiers, artisans, aubergistes, peintres, sculpteurs. C'est donc une écriture qui nous dit quelque chose sur le milieu de production et de circulation de ces manuscrits. Essentiellement la petite bourgeoisie urbaine qui voulait lire pour apprendre, pour s'éduquer et pour se divertir. Et puisqu'il n'existait pas sur le marché de livres adaptés à leur lecture et à leurs moyens, donc ils les copiaient eux-mêmes. Donc commençons par l'italien 482, le plus ancien Décaméron illustré qui ne soit parvenu. Alors, l'italien 482 est un manuscrit en parchemin qui compte 215 feuillets, mesurant environ 350 mm de hauteur sur 250 mm de largeur. Il a vraisemblablement été réalisé à Florence dans les années 1360-1370. Selon les spécialistes de la tradition textuelle, ce manuscrit contient un texte d'une qualité exceptionnelle, fondamentale pour établir le texte du Décaméron. Il s'agirait d'une rédaction ancienne
qualitativement même supérieure à celle que Boccace recopiera lui-même en écriture sémigothique quelques années plus tard, après 1370, dans le célèbre manuscrit autographe conservé à Berlin. Donc, la bonne qualité de l'italien 482 s'expliquerait par le fait que le manuscrit a été copié dans le scriptorium de Boccace, peut-être sous le contrôle de l'auteur lui-même, par un copiste qui a reproduit fidèlement un manuscrit autographe de Boccace, aujourd'hui perdu. On peut faire un focus directement sur le manuscrit. Donc, vous feuillez 4 versos à la fin des rubriques. Donc, voilà. Oui. Alors, bien que le texte soit copié en écriture mercantesque, qui était donc une écriture habituellement réservée à des manuscrits sur papier à usage privé, l'italien 482 présente une particularité remarquable, car il est écrit sur parchemin, donc un matériau bien plus noble et plus coûteux que le papier. Donc on notera que parmi les manuscrits de Decameron écrits en mercantesque, l'italien 482 est le seul à avoir été exécuté sur parchemin. L'apparence soignée de ce manuscrit invite à s'interroger sur son milieu de production et sur sa destination. Donc, qui a copié ce manuscrit? Était-il destiné à un riche commanditaire? Des éléments permettent de reconstituer le milieu de production du manuscrit, car, fait exceptionnel pour l'époque, même s'il est relativement bien documenté pour les premiers manuscrits de Decameron, nous disposons de la signature du scribe qui a copié ce manuscrit. J'ai perdu une page. Alors. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, le copiste, effectivement, se signe à la fin des rubriques, au feuillet 4 versos, donc c'est-à-dire à la fin du sommaire des titres des nouvelles qui se trouvent au début du volume. Alors, c'est un emplacement qui est inhabituel, car le colophon du scribe apparaît normalement en fond de texte. Donc, ce que vous voyez là dans la rubrique correspond à « Ici s'achèvent les rubriques du Decameron ». Commence ici le livre qui suit et il est de Giovanni d'Agnolo Capponi, écrit de sa main. Giovanni d'Agnolo Capponi, le copiste de ce manuscrit, n'est pas un copiste de métier. C'est un marchand florentin, membre de la puissante corporation de l'Arte della Lana et très engagé dans la vie politique de Florence. La famille de Capponi entretenait des relations commerciales et amicales avec Boccace et ils habitaient d'ailleurs le même quartier de Florence, celui de Santo Spirito. Giovanni Capponi était, selon la formule de Vittore Branca, un copiste per passione, c'est-à-dire un marchand qui copiait des textes pour son plaisir et sa culture. Mais à qui ce manuscrit était-il destiné? À Boccace lui-même? S'agissait-il d'un cadeau de luxe pour quelqu'un? Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le Decameron de Boccace a rapidement circulé dans la Florence du Trecento, bien au-delà du seul milieu de la bourgeoisie marchande. Et je laisse la parole à Gennaro. Est-ce qu'on peut passer sur le PowerPoint? Donc, voilà, comme Graziella vient de le dire, donc Giovanni d'Agnolo Capponi est inscrit sous le registre de l'Arte della Lana. L'Arte della Lana, c'est une guilde des marchands de laine qui est une des corporations les plus puissantes de la ville de Florence par nombre de travailleurs, environ un tiers de la population florentine. Et c'est juste vous localiser, le siège de cette corporation, bien que transformé au cours des siècles, existe encore en plein centre-ville de la Florence. Et là, je vous montre l'emblème de la corporation, bien sûr un agneau, emblème de la laine, et aussi parce que la corporation des marchands de l'Arte della Lana avait le monopole de beaucoup de monuments et de chantiers
du Trecento et aussi du Quattrocento du XVe siècle à Florence. Donc vraiment, c'est une des guildes les plus puissantes de la ville de Florence. Et les hasards font qu'aujourd'hui, l'Arte della Lana, bien que très restauré, est le siège de la société dantesque italienne. Donc vous voyez, un rapport, Boccace, c'est celui qui a vraiment le plus aimé et fait connaître l'œuvre de Dante, donc c'est une juste reconnaissance. Donc les illustrations, comme nous le verrons, sont placées en tête de chaque... Oui, donc vous avez bien compris, c'est le premier illustré, donc ça c'est vraiment capital pour ce manuscrit. Premier illustré et sur parchemin, un parchemin de très bonne qualité. C'est pas non plus invraisemblable parce que la Toscane produisait les meilleurs parchemins de l'Italie entre le 14e, depuis toujours, mais surtout 14e, 15e siècle, il y a une grande production et Florence fournit toutes les cours italiennes de la Renaissance, par exemple, de ces parchemins très blancs et très fins. Même si en italien on n'a pas le mot vélin, sont presque des vélins, ces parchemins florentins. Donc là, vous voyez, les illustrations sont placées en tête de chaque journée et se présente sous forme de dessins à l'encre rehaussés de bistre. Donc il ne s'agit pas d'enluminure, mais de dessins qui illustrent ces scènes. Si nous pouvons passer au zoom à la page, au feuillet 4 versos, on vous montre quelques vignettes plus intéressantes. Nous avons déjà eu l'occasion de voir dans le feuillet 4 versos avec cette villa, dans ce jardin de la villa où 6 femmes et des hommes sont avec la reine de la journée, avec cette architecture à pleine esquissée, mais il y en a moins une tentative de donner un sentiment de profondeur avec les monuments en perspective. C'est à la main levée, ce n'est pas une perspective scientifique, une perspective empirique aussi le rend des jeunes femmes et des jeunes hommes. Si nous pouvons passer au feuillet 11. Donc là, vous avez sur le lit de mort Ser Ciappelletto qui se confesse. Et vous voyez ce très joli personnage de dos qui est le frère. Et puis à droite, sa dépouille qui est désormais vénérée. Et je te laisse expliquer l'histoire de Ser Ciappelletto. Première nouvelle de Decameron, l'histoire de Ser Ciappelletto annonce d'emblée la veine satirique de l'œuvre. Ser Ciappelletto est présenté comme l'homme le plus mauvais que la terre a jamais porté, vicieux, meurtrier, blasphémateur. Envoyé en Bourgogne pour récupérer de l'argent, là où personne ne le connaît, il tombe malade chez de marchands florentins qui s'inquiètent. Quel scandale si ce grand pécheur meurt chez eux sans confession. Pour les tirer d'affaire, Ciappelletto décide d'improviser une confession exemplaire. Devant un vieux moine qui l'émeut jusqu'aux larmes, il se décrit comme un chrétien scrupuleux, vierge et dévot. Ses plus grands péchés ? Avoir injurié sa mère quand il était enfant, s'être importé contre des jeunes qui couraient après les vanités du monde et avoir un jour craché sur le parvis d'une église. Donc, convaincu d'avoir affaire à un modèle de vertu, le moine lui accorde l'absolution et le célèbre comme un saint après sa mort. Le peuple se met alors à vénérer Saint Ciappelletto, à lui attribuer des miracles et à conserver pieusement ses reliques. Voilà, nous pouvons passer au feuillet 79 verso. Donc là aussi, vous avez une histoire de mort. Sur le lit de mort, la femme de Filippo Baldinucci avec 3 femmes et derrière elle, voilà. Si vous zoomez d'abord sur cette scène avec le désespoir des femmes derrière la femme de Baldinucci debout. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est à droite, il rentre désormais à Florence et on reconnaît parfaitement la cathédrale de Florence, le baptistère et Palazzo Vecchio. Si on peut passer au PowerPoint, comme ça va être un peu plus simple pour
Voilà, donc ça, vous voyez la scène en détail, et effectivement, ce qui est intéressant et très important dans ce manuscrit, c'est cette présence qui caractérise, donc nous sommes à Florence, il n'y a pas de doute, parce qu'on reconnaît parfaitement le baptistère, qui est le monument religieux le plus ancien de la ville de Florence, avec le campanile de Giotto, que vous connaissez aussi, et aussi donc, le Palazzo Vecchio, donc le pouvoir religieux de la ville, siège de l'évêché, et à droite, le Palazzo Vecchio, siège du gouvernement de la ville, également reconnaissable dans l'image que vous voyez à droite de la scène. Si on passe au feuillet à la caméra, s'il vous plaît, donc au feuillet 214, nous sommes à la fin, donc la peste est finie, donc les jeunes gens quittent la villa et rentrent à Florence, et là aussi nous avons ce cortège, et tout à droite la ville de Florence dans ses remparts, et on reconnaît encore une fois ces monuments emblématiques de la ville, le Palazzo Vecchio, le baptistère et le campanile. Voilà, là vous voyez parfaitement le baptistère au premier plan, avec la cathédrale qui était en chantier à l'époque. Il n'y avait pas la façade n'était pas achevée, donc vous voyez juste esquissé, mais c'est intéressant vraiment la fidélité des monuments représentés, et derrière, donc vous voyez campanile de la cathédrale, Palazzo Vecchio, encore derrière la tour du Bargello, donc le palais du Podestà. Si on passe sur le PowerPoint, voilà, donc là vous reconnaissez donc le cortège, et je disais la tour du Bargello, qui est entre le campanile de Giotto et la tour du Palazzo Vecchio, donc cette vraiment fidélité, cette méticulosité, et ça je reviendrai sur cette importance de représenter une ville reconnaissable dans le manuscrit. Donc c'est ce premier, ce personnage, cet illustrateur, parce qu'on ne peut pas l'appeler un luminaire, cet artiste. Peut-être qu'il n'était pas artiste, peut-être c'était un dilettant ou un artiste amateur. En fait, il est au fait de la peinture toscane de l'époque, et il mélange bien sûr, il n'y a pas de modèle iconographique, donc il invente une iconographie, et il mélange une iconographie laïque issue de la tradition chevaleresque avec l'iconographie religieuse, et nous trouvons pas mal d'exemples de comparaison avec la peinture toscane de la première moitié du XIVe siècle. Célie en perspective, même la mise en page de l'illustration reprend, disons, comme modèle la peinture qu'on appelle peinture monumentale, même si ce n'est pas une peinture monumentale. Là, vous voyez un détail de Lorenzetti, l'un des plus importants peintres siennois de la première moitié du XIVe siècle, surtout dans le panneau de gauche, la mise en page des architectures. Et encore, vous voyez par exemple dans l'exemple que nous avons vu de la femme de Filippo Baldinucci, l'attitude des femmes derrière le cadavre rappelle les gestes que nous trouvons dans la peinture de Simone Martini, vraiment le plus important peintre siennois dans la première moitié du XIVe siècle, et aussi important parce qu'il termine sa vie en Avignon, donc là aussi, comme Boccace a eu cette fortune française, évidemment, Simone Martini également a contribué à la fortune de la peinture italienne au sud de la France. Donc ça, pour des exemples, disons, de typologie. Et comme on disait tout à l'heure, l'illustration est contemporaine à la transcription du texte. Aujourd'hui, on parle de 1360-1370, et Degenhardt et Smith, de grands spécialistes de dessin italien de l'époque, avaient établi une comparaison avec l'œuvre d'un grand peintre florentin qui s'appelle Nardo di Cione, et le destinataire du Boccace serait une sorte de celui qui a vulgarisé l'œuvre, ou qui a adapté à l'illustration du Décaméron l'œuvre de cet artiste actif à Florence dans la seconde moitié du Trecento.
Vittore Branca, le plus grand spécialiste de l'œuvre de Boccaccio, que Graziella a déjà cité, avait souligné cette analyse directe des paysages urbains et des costumes florentins de l'époque. Effectivement, il connaît parfaitement la mode florentine, les monuments, comme nous avons vu. Et à tel point qu'il y a eu même des hypothèses qu'on a attribuées à Boccaccio, même les illustrations, par ce rapport très étroit avec le texte, aussi avec la réalité florentine. Comme je disais tout à l'heure, dans ce manuscrit, nous sommes frappés par la représentation fidèle de certains monuments emblématiques de Florence, et ces représentations de la ville documentent la conscience des artistes et des auteurs florentins de faire partie d'une nation, la nation florentine. Bien sûr, cette conscience remonte à Dante lorsqu'il fait l'éloge de Cimabue puis de Giotto pour affirmer le début du renouveau de la peinture à Florence. Tous les deux, Giotto et Cimabue et Giotto, sont florentins, et même les documents d'archives sont encore plus clairs, parce que lorsque Cimabue travaille à Rome, il est documenté comme peintre de Florence. Lorsqu'il est à Pise, il est toujours accompagné de Florence. Et pareil, Giotto signe toujours ses œuvres en tant que florentin. Donc cette conscience donne lieu, et ça c'est un cas un peu inédit dans l'Europe de l'époque, cette conscience de la florentinité, je ne sais pas si on peut dire en français ça, en tout cas cette conscience donne lieu à toute une série de représentations de la ville en peinture, en enluminure et en sculpture. Là, par exemple, vous voyez cette fresque toujours liée à des épisodes historiques de la ville de Florence. Donc là, c'est Sant'Anne qui chasse le duc d'Athènes. Vous voyez dans cette fresque conservée au Palazzo Vecchio une très belle représentation et surtout reconnaissable, le Palazzo Vecchio tel qu'on le voit encore aujourd'hui. Et les exemples sont infinis, mais je vous en montre quelques-uns. Par exemple, là, c'est un détail de la vue de Florence qui est sous la Vierge de la Miséricorde dans la loggia du Bigallo. Et là aussi, vous voyez au centre le monument, le San Giovanni, le baptistère. Je dis c'est le monument emblématique parce que c'est le plus ancien de Florence, et au XIVe et au XVe siècle, on le faisait passer comme un monument antique, alors que c'est un monument roman, mais on le considérait comme un temple, tellement c'était une relique précieuse. Et puis, vous reconnaissez parfaitement le Palazzo Vecchio, le clocher de la Badia, donc tout est parfaitement reconnaissable, et la consacration de cette vue de la ville de Florence, nous la retrouvons dans ce tableau de Domenico di Michelino qui représente Dante, la ville de Florence et l'allégorie de la Divine Comédie. Et ce tableau, il est installé dans la cathédrale. Elle donne donc à Dante le statut d'un saint laïque et à son œuvre la valeur d'un évangile. Donc un auteur avec l'image de la ville sont dans une cathédrale comme une œuvre à vénérer. Donc revenons à ce manuscrit. Donc je passe la parole à Maxence qui va nous parler de l'historique. Je vous disais tout à l'heure, il est très important parce que, comme nous le verrons, il est attesté en France depuis le règne de Louis XI. Donc, en effet, le volume porte un certain nombre d'éléments qui, parfois très discrets, nous permettent d'établir la provenance du volume, remontant en effet à Louis XI. Donc, le volume porte une reliure en maroquin rouge, en cuir de chèvre, à décor doré, aux armes royales, donc les armes de France, qui sont ceintes du collier de l'ordre de Saint-Michel et du collier de l'ordre du Saint-Esprit, entouré d'une grande couronne de laurier. C'est une reliure typique des collections royales françaises. On en conserve des dizaines de milliers dans les magasins, dans tous les départements de la BNF. C'est les reliures qui sont posées sur les volumes, quels que soient les départements, à la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle, donc à l'époque de Louis XIV. Si on ouvre le volume au feuillet 1, sur la première page, on a un certain nombre de marques qui nous renseignent en effet sur cette histoire.
en partie en bas, vous avez l'estampille, hein, donc la première estampille des collections royales françaises, donc la marque de possession et qui scelle l'inaliénabilité des volumes. On continue encore actuellement, bien sûr, à estampiller avec d'autres marques de la République française. Donc là, c'est la toute première qui est posée vers 1682 et qui correspond au catalogue des collections royales, hein, qui correspond également à la cote que vous avez en partie haute, un des numéros 7260, à savoir la cote dite Régius. Donc c'est le premier catalogue dans lequel les manuscrits sont mis à part des imprimés. Et donc catalogue écrit par Nicolas Clément, le garde des livres du roi. Et cette cote Régius 7260 sera la cote que le volume portera de 1682 à 1860, époque à laquelle il aura la cote actuelle. Au-dessus, vous avez d'autres chiffres, hein, en chiffres romains et chiffres arabes. Vous avez 1962 et 1760, qui correspondent à deux autres catalogues plus anciens. Le catalogue donc, dit Rigaud, Rigaud II, 1760, le catalogue de 1622 par Nicolas Rigaud, et le catalogue Dupuis I par les frères Dupuis en 1645. Donc on a bien un manuscrit attesté dans les collections royales, dans les inventaires, avec des marques royales établies. Si on remonte d'un siècle, donc on va passer au XVIe siècle, là, c'est plus compliqué. Nous avons bien des inventaires pour le XVIe siècle. Donc on a trois inventaires principaux. L'inventaire de 1518, l'inventaire de la librairie royale de Blois. L'inventaire de 1544, qui est l'inventaire du transfert de Blois à Fontainebleau. Grosso modo, après la même chose que 1518, mais il n'y a pas dedans les livres de François Ier qui sont déjà à Fontainebleau. Et l'inventaire fin XVIe siècle, hein, lors du transfert de Fontainebleau à Paris, qui lui est complet. Le problème, c'est qu'à l'époque, on était encore balbutiant dans la bibliothéconomie, on a bien l'inventaire, mais les items ne sont pas numérotés et surtout les numéros ne sont pas reportés dans les volumes. Donc c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Et il faut saluer ici les travaux durant des dizaines d'années de Marie-Pierre Lafitte, qui, au département des manuscrits, a fait le lien entre les milliers de références et les volumes tels qu'ils sont dans nos collections, puisqu'il faut le rappeler, bien sûr, le cœur d'origine des collections de la BNF sont les collections royales. Donc, on a quand même quelques éléments. Donc, vous avez des éléments de titre, si on peut dézoomer un peu. Donc, on a des mentions de langue, italiani, italien, le titre en latin, en français, qui correspondent à des strates d'inventaire du XVIe siècle. Mais si on regarde, donc, si on monte tout en haut, il y a peut-être une inscription encore beaucoup plus discrète. Donc, vous voyez roman, je ne me souviens plus exactement, mais ce n'est pas très très grave. En tout cas, et surtout, le plus important, c'est que vous avez le numéro N147 et 215. En fait, ces numéros correspondent à un inventaire perdu, qui est l'inventaire des livres de Louis XI. Donc d'où la provenance Louis XI, vous voyez, qui est vraiment très très discrète. On n'a pas ce livre appartient à Louis XI. En fait, c'est une mention précoce, un numéro d'inventaire et un récollement. 215, c'est le nombre de feuillets. Donc c'était vraiment une façon de s'assurer de donner un numéro et le nombre de feuillets, hein, après récollement. Alors la question, c'est comment est-ce que Louis XI a pu avoir ce manuscrit? Alors si on passe au PowerPoint, s'il vous plaît. En fait, ce qu'on oublie très souvent, c'est que Louis XI, très très tôt, avant les rois de la Renaissance, avant François Ier, a eu dans sa bibliothèque des manuscrits italiens. Rappelons aussi que contrairement à ce qu'on raconte souvent depuis le XIXe siècle, Charles V n'est pas le fondateur de la Bibliothèque nationale, enfin la Bibliothèque royale. Il en est certes le fondateur, on va dire, spirituel, mais sa collection a été dilapidée. Donc Louis XI n'hérite rien de Charles V et rien non plus de son père Charles VII. Donc il recommence une collection ex nihilo. Et à partir de Louis XI, il est fondateur, sans le vouloir et sans le savoir, de la collection royale française, puisqu'après Louis XI, les livres ne seront jamais dispersés. Donc on a encore l'intégralité des collections royales depuis Louis XI. Et dans les collections de la BNF et des manuscrits, nous avons la quasi-intégralité des livres de Louis XI. Et dans ce lot, il y a des livres italiens, donc qui arrivent très très tôt dans les collections. Alors chez Louis XI, on a quand même essentiellement, pour l'Italie, des manuscrits de prestige. Vous avez ici un exemple, un Strabon, traduit en latin, qui sont des cadeaux. Ici, de l'évêque d'Albi, Jean Jouffroy. On a des cadeaux également de l'évêque Jean de Beauvau, évêque d'Angers. Donc ce sont des livres sur parchemin, enluminés, prestigieux, donc on va dire à un niveau supérieur par rapport aux manuscrits de Boccace. Donc, alors,
peut-être quand même qu'on lui a offert ce manuscrit. Mais il y a d'autres possibilités, en réalité, 2 autres. Si on peut passer à l'image suivante. On a le frère de Louis XI, qu'on oublie encore plus que Louis XI, qui lui-même était un grand bibliophile, Charles de France, qui avait des rapports très compliqués avec son frère. C'est une famille assez complexe. Louis XI ne s'entendait pas avec Charles VII et non plus avec son frère, mais son frère, qui meurt avant lui, son petit frère, lègue intégralement ses collections à Louis XI et dont sa bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, qui est également extrêmement intéressante, alors bien sûr d'un niveau un peu inférieur en termes de prestige, il y a des manuscrits italiens, et notamment des manuscrits, on va dire, qu'il fait copier. Alors des manuscrits qu'il fait copier, on le sait, à Milan, qu'on n'a pas conservé, et d'autres à Florence. Donc ça montre quand même aussi un intérêt de la famille, et de Charles en particulier. Il a eu une éducation extrêmement poussée, lettrée, et donc il commande des manuscrits italiens, et notamment ce très beau manuscrit qui provient de Zénon de Castiglione. Je le montre puisque c'est un Plutarque, mais surtout, il a ses décors à Bianchi Girari, un décor de vignes vierges blanches sur fond rouge, bleu et vert, vers 1537, 1437, 1438. C'est les tout premiers manuscrits florentins de ce type, donc très très tôt. On les produit en Italie et ils arrivent quasiment immédiatement en France, et ils figurent très tôt dans les collections de Charles, puis les collections royales. Mais il y a également une troisième possibilité qui n'exclut pas les autres. Donc on repasse sur la caméra. On a une discrète mention, une signature, en bas d'un feuillet, Jehan de Bueil, qui est bien connu, soit qu'il a eu le manuscrit entre les mains en tant que lecteur et qu'il a inscrit son nom dedans, ce qui est très mal d'inscrire son nom dans les livres qu'on emprunte, mais on est très heureux quand même de les avoir a posteriori, ou qu'il l'a possédé, l'un ou l'autre. Ce qui est important en revanche, donc Jehan de Bueil est bien connu, compagnon de Jeanne d'Arc, amiral de France, disgracié quand Louis XI arrive sur le trône, mais revenant en grâce par la suite, et il devient chambellan du roi. Et il est l'auteur lui-même, un auteur lui-même, du Jouvencel, qui est un roman à clé. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir que ce Jehan de Bueil a eu entre les mains, alors est-ce qu'il l'a emprunté au roi pour le consulter pour ses écrits personnels, ou est-ce qu'il lui a appartenu et qu'il l'a donné au roi, ou à Charles de France qui l'a donné ensuite au roi? En tout cas, vous voyez, on est dans ce monde, en tout cas, préhumanistique en France, et avec ce manuscrit qui donc a été consulté très très tôt par des auteurs français, et qui a pu également être consulté par d'autres, puisque la Bibliothèque royale, ne l'oublions pas, était accessible aux chercheurs, aux écrivains, qui ont pu y avoir accès pour leurs textes. Mais on va passer du coup désormais au second volume. Oui, je pense qu'on peut faire l'échange de volumes. Donc on va passer maintenant au deuxième manuscrit de la soirée. Oui. Alors, je commence d'abord par le PowerPoint peut-être, et après on va passer directement sur le manuscrit. Donc, c'est l'italien 63, le plus ancien manuscrit italien de Decameron contenant un cycle iconographique complet. Alors, contrairement au précédent, il s'agit ici d'un manuscrit qui est écrit sur papier, donc un support qui est moins prestigieux que le parchemin, un support qui est utilisé à partir du XIIIe siècle et qui se diffuse surtout à partir du XVe siècle et grâce à l'imprimerie. Donc, c'est le support privilégié pour la diffusion du Decameron, utilisé dans plus de 90% des manuscrits de la tradition du Decameron et très majoritairement dans les manuscrits plus tardifs composés à partir du XVe siècle. Il s'agit là encore d'un volume de taille considérable. Il est constitué de 320 feuillets répartis en 28 cahiers et mesure 370 sur 255 mm. Dans ce cas aussi, on connaît le nom du copiste. Le manuscrit a été intégralement copié par Lodovico di Silvestro Ceffini, qui n'était lui non plus un copiste de profession. La biographie de ce copiste est relativement bien documentée.
On sait qu'en 1427, l'année même où il achève la copie de ce Décaméron, il était potestat à Cascia di Valdarno, une petite ville située entre Florence et Arezzo. On sait aussi qu'il était issu d'une famille de marchands, lui-même était laignier et gérait avec succès 2 grandes boutiques commerciales. Donc, si on regarde la dernière page du manuscrit, que nous allons voir d'abord dans le PowerPoint et puis directement dans l'original, donc on peut lire Qui finisce la 10ª e ultima giornata del Decameron, ici s'achève la 10e et dernière journée du Décaméron, écrit de maman Ludovico di Salvestro Ceffini, pour moi-même, et achevé le 10 octobre 1427, Deo gratias, Amen. Alors, si on peut faire maintenant un focus caméra sur cette dernière page, donc on est à la toute fin du manuscrit, feuillet 304. Donc, la souscription du copiste, cette fois, est effectivement à la fin. Voilà. Donc la souscription qui figure au feuillet 304 est intéressante et quelque peu énigmatique. Alors elle est très longue. Si on va plutôt vers la fin, donc il y a des... c'est toujours écrit en mercantesque, mais il y a quelques initiales qui rappellent un peu plus la gothique. On a un peu de peine à interpréter les sigles LO et GLOT. Donc on ne sait pas exactement à quoi ça fait référence. Certains ont vu un rappel au prénom du copiste, à Lodovico lui-même, mais ça reste difficile à interpréter. Ce qui est plus intriguant dans cette souscription, c'est le sens de la phrase latine qui clôture ce colophone. Donc on a d'abord à la 5e ligne, on a respice finem, donc voilà, respice finem, qui est une locution latine invitant à garder à l'esprit l'issue finale, donc l'issue de la vie, d'une entreprise, de l'achèvement d'un long travail de copie. Et ensuite, à la toute fin, on a en bleu patientiam habeas et omnia reddam tibi, donc c'est-à-dire aie patience et je te rembourserai tout, qui est une citation tirée de l'Évangile selon Matthieu. C'est la parabole du débiteur impitoyable qui illustre la vertu du pardon. Or, quand c'est un marchand florentin qui l'écrit à la fin de son manuscrit, avouons que cette supplique prend une saveur toute particulière et on se dit que peut-être le sens de la phrase a pu glisser en quelque sorte du spirituel vers le commercial. Mais ce qui distingue le plus ce manuscrit parisien, c'est avant tout son riche programme iconographique. Et donc c'est précisément ce que nous allons voir avec Gennaro. Donc c'est le feuillet 1. Donc nous reverrons un peu les mêmes épisodes, mais illustrés de façon différente, parce qu'on nous disait chaque nouvelle, elle est illustrée par une vignette avec quelques doubles images pour au feuillet. D'abord le PowerPoint. Voilà, donc vous voyez, on voit tout de suite les différences avec le manuscrit précédent. Nous avons cette présence, par exemple, des jeunes femmes dans l'église Santa Maria Novella. Il n'y a eu aucune caractérisation de l'église Santa Maria Novella. Je vous l'ai mis à droite, tout le monde la connaît, mais pour montrer qu'à l'époque de ce manuscrit, en 1427, il y avait bel et bien le clocher que vous voyez et la partie inférieure de la façade. La partie haute était en brique, qui n'était pas achevée. Il faudra attendre Léon Battista Alberti pour la fin du chantier, mais le peintre ne donne aucun lien important. Donc, même si c'est dessiné avec verve, les croquis sont rehaussés de la vie
et on compte entre 4 et 8 artistes, moi j'appellerais ça pas artistes, en tout cas illustrateurs, des dessinateurs qui ont illustré la scène. Si on repasse au PowerPoint, pardon, à la caméra, donc effectivement vous voyez le feuillet 8 recto, où nous avons ce que je vous ai montré tout à l'heure, les jeunes femmes dans l'église Santa Maria Novella, et il y a quand même un sens de profondeur, mais le lien encore plus fort avec l'art du gothique tardif. Nous sommes en 1427, le manuscrit a la chance d'être daté, non seulement signé par le copiste, mais également daté, et pareil, le feuillet 20 verso, j'insiste beaucoup sur cette verve et dans cet esprit narratif. Vous avez un moine qui espionne un autre, qui est au lit avec une jeune femme. J'insiste beaucoup sur l'histoire de lit, pas uniquement pour des questions liées au texte, mais aussi parce que nous avons beaucoup de liens avec la peinture de l'époque, et montre aussi la connaissance que le destinataire de ce manuscrit a de la peinture de l'époque. Puis le feuillet 22 verso, c'est la marquise du Montferrat et le roi de France, avec ces poulets dans les assiettes. J'ai l'impression que ça glisse un peu de la table, donc il essaie quand même de donner, mais c'est plutôt assez joli. Bon, le mot joli, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, il y a dans les profils et dans la femme de gauche, il y a un lien vraiment très fort avec la production, nous verrons tout à l'heure, de la peinture en Toscane à l'époque. Et nous passons au feuillet 40 recto, où nous avons les frères Agolanti qui rentrent à Florence, et puis les mêmes derrière, qui sont à Florence et les mêmes derrière le barreau. Et là, vous voyez cette représentation extrêmement sommaire. Bien sûr, il y a une tour, mais rien à voir avec la fidélité de manuscrits précédents. Donc vraiment, on est frappé par ce côté très sommaire des représentations de la ville. Nous pouvons passer au PowerPoint. Voilà, donc ça, je vous ai déjà montré. Et là aussi, nous avons des liens avec la peinture, notamment dans ces scènes où la pièce est comme une sorte de boîte en perspective, et nous trouvons la même mise en page, par exemple, dans la peinture florentine de la première moitié du XIVe siècle, notamment avec ce magnifique détail des histoires du bienheureux Agostino Novello de Simone Martini, aujourd'hui conservé à Sienne. Effectivement, vous voyez ce rapport très proche, ou encore la suivante. Non, c'est moi. Voilà. Donc là, je disais tout à l'heure, la vision de Florence est bien plus sommaire et à peine esquissée par rapport au manuscrit précédent, et encore toujours malgré une connaissance de la peinture plutôt du siècle précédent, là vous avez ce cycle un peu exceptionnel qui est une découverte récente, l'un des plus importants cycles laïques de la peinture en Toscane de l'époque, dans le palais public de San Gimignano. Vous avez dans la chambre du Podesta, vous avez toute une série de scènes de bains, et là vous voyez les deux époux au lit, très proches de ce que l'illustrateur du Decameron va reprendre dans sa peinture. Et là vous voyez tout à fait avec Tancredi qui découvre sa fille au lit avec Guiscardo. Mais on est assez déçu parce que à la fin, lorsque les jeunes gens abandonne la campagne pour revenir à Florence, vous voyez, la représentation de la ville est tellement schématique qu'il est obligé de rajouter le mot Fiorenza pour qu'on reconnaisse la ville. Donc c'est un produit, ce manuscrit du gothique tardif toscan, et les illustrateurs, comme nous avons vu, ont puisé dans la production et du XIVe siècle, mais aussi des artistes de la première moitié
du XVe siècle. Nous sommes en 1427, nous sommes en plein effervescence du gothique tardif à Florence, notamment avec Lorenzo Monaco et surtout un artiste moins connu, Giovanni Toscani, qui est vraiment un contemporain parce qu'il est né en 1372, mais il est actif pendant toutes les 30 premières années du XVe siècle, et en 1427, l'année même de la réalisation du manuscrit, il est documenté, il paie ses impôts, il est documenté dans le cadastre de la ville de 1427, et surtout les liens qui ont été établis par les spécialistes de l'illustration du Décaméron de Boccace, parce que lui-même, il devient un divulgateur de l'iconographie du Décaméron, parce qu'évidemment, la fortune du Décaméron, ce n'est pas uniquement lié aux manuscrits que nous venons de voir, mais surtout, il devient populaire à travers les coffres de mariage. Et là, c'est un exemple d'un coffre de mariage avec des épisodes tirés du Décaméron. Encore une fois, vous voyez les rapports entre les manuscrits et la peinture sur bois, et aussi sur l'iconographie, à une large diffusion sur les plateaux d'accoucher, jusqu'aux exemples plus célèbres de Botticelli qui puisent dans le répertoire de Boccace. Donc, encore une fois, un artiste inconnu, pas un, jusqu'à 8, on en a retrouvé selon le dernier recensement du Boccaccio Visualizzato, qui est le corpus dirigé par Branca sur le sujet. On parle jusque de 8 artistes. Donc, ça va entre 4 et 8 selon l'œil aiguisé de celui qui fait l'analyse de ce manuscrit. Donc, je vous disais, la diffusion de Boccace, pas uniquement à travers les manuscrits, mais aussi à travers des œuvres d'art comme les coffres, etc. Maintenant, je passe la parole à Maxence, parce qu'il va nous montrer les cotes et surtout comment ce manuscrit est arrivé dans les collections royales. Oui, c'est beaucoup plus terre à terre. On va repasser la caméra. Terre à terre, mais important. Alors, je vais aller plus vite, au moins pour la première partie. Donc, vous remarquez que la reliure est à peu près identique, même si en moins bon état. L'autre est en cours de restauration, de toute façon. Cette reliure royale de la fin 17e, début 18e, donc des collections royales, sous Louis XIV. Alors, si on ouvre le volume, alors c'est encore après, page de titre. Voilà. Alors là, vous retrouvez sur la page de droite les numéros qu'on avait vus tout à l'heure. Donc ici, 7262, la cote Régius de Nicolas Clément, et les cotes Dupuis 2 et Rigaud 2, 423. 1766, donc, et en bas vous avez l'estampille, donc on retrouve les mêmes marques de propriété des collections royales françaises au XVIIe siècle. Donc là, rien de nouveau. Si on dézoome et qu'on regarde la page de gauche, alors il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, on a la chance à la Bibliothèque nationale d'avoir eu, alors pour le XVIIe siècle, des relieurs, ça n'a pas été le cas pour le XIXe siècle, qui, lors des trains de reliure, n'arrachaient pas la totalité des gardes, voilà, parfois ils les éliminaient, mais dès qu'elles portaient un élément inscrit, soit la garde était remontée, soit elle était découpée et recollé dans la nouvelle reliure, c'était le cas dans le 482 précédemment. Donc je dis ça puisque en fait, naturellement, si on avait arraché ces éléments, on aurait été bien en mal parfois de retrouver l'historique du document. Et malheureusement, c'est ce qui a souvent été fait au XIXe siècle. Donc c'est un trait particulier des reliures des collections royales françaises qui n'est pas anodin. Dans l'importance de la transmission de ces éléments. Donc vous retrouvez ici italien, un titre, donc ça, voilà, du XVIe siècle. Donc en effet, on retrouve le volume, parmi d'autres, dans les inventaires. Alors, non pas de 1518, on a un peu de mal à le trouver, mais 1544 et fin 16e. Mais si on va sur la page de droite, il y a un élément que vous n'avez probablement pas vu et qu'en réalité personne n'avait jamais vu, enfin
personne, sauf Marie-Pierre Lafitte, comme toujours, il y a serré. Une cote, au cas, voilà, un marquage qui se lit A 80, donc 4 bâtons et le 20 suscrit, 3, donc A 83. Pendant très longtemps, on n'a pas su ce que c'était. En réalité, Marie-Pierre Lafitte a pu montrer qu'il s'agissait, en tout cas, elle le retrouvait dans nombre des manuscrits et imprimés saisis à Naples par Charles VIII en 1494-95, et ça correspond vraisemblablement en fait, au marquage des caisses arrivant dans la vallée de la Loire, puisque, pour vous donner le contexte, en 1494, le roi de Naples meurt et Charles VIII décide de faire valoir ses droits à la couronne de Naples, de Jérusalem, qui était dans l'héritage. Naturellement, le nouveau roi n'entend pas cet avis, mais Charles VIII descend, c'est les premières guerres d'Italie, descend en Italie, il est reçu en triomphant, comme très souvent, donc les Français sont reçus comme libérateurs et rapidement sont mis dehors, parce qu'ils mettent un peu le bazar dans les différentes villes italiennes, et arrivant à Naples, donc le roi de Naples évacue ses palais et emporte ce qu'il peut. Il emporte l'orfèvrerie, les tableaux décadrés, et dans la bibliothèque, c'était la bibliothèque la plus riche d'Europe. On n'a pas exactement plusieurs milliers de volumes. Il emporte les manuscrits les plus récents, enluminés, les livres très précieux, récents de la Renaissance. Mais il reste sur place les manuscrits sur papier, les manuscrits en grec, les imprimés, les choses médiévales, et ce qui est trop encombrant. Et il reste 1140 volumes. C'est gigantesque. La collection du roi de France, de Charles VIII, c'est quelques 200-300 volumes. Les 1140 volumes sont chargés sur les bateaux français et arrivent. Et donc, ça fait littéralement exploser la collection royale, qui passe de quelques centaines à quasiment 1600 volumes. Donc, c'est dire aussi que l'Italie, les manuscrits italiens, sont au cœur de la collection royale française et qu'en réalité, la majeure partie des collections royales françaises sont italiennes, d'autant plus que Louis XII, par la suite, refera la même chose à Pavie et à Milan, en rajoutant 400 saisis en 1498-99. Donc ce manuscrit arrive très tôt dans les collections de Charles VIII. Mais il n'est pas seul. Donc si on passe au PowerPoint, puisque dans les 1140 volumes, en fait, il y a d'autres manuscrits du Décaméron de Boccace. En fait, dans l'inventaire de 1544 de Blois, on a bien le manuscrit donc, de Louis XI sur parchemin, mais on a 5 Décamérons de Boccace en italien. On les a tous retrouvés. Donc vous avez les 4 manuscrits, donc les 3 que vous avez à l'écran ici, celui qu'on vient de voir, et également un imprimé. Donc ça arrive en masse. Alors la question après, c'est de savoir d'où venait le manuscrit l'italien 63. Il est probable qu'il provienne peut-être des barons rebelles, c'est-à-dire les barons qui avaient comploté contre le roi de Naples et que ces manuscrits avaient été saisis. Et il est probable également que ces manuscrits n'étaient même pas déballés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été évacués, c'était encore en caisse et que le roi de France n'a eu qu'à prendre les caisses et pour les emporter à Amboise avec le reliquat, entre guillemets, de la collection des rois aragonais de Naples. Merci. Donc, on peut passer au PowerPoint, s'il vous plaît. Ah, pardon. Donc, voilà, comme tout a été dit, donc juste quelques mots pour conclure. Graziella l'a bien rappelé, Boccace a joui d'une grande fortune, un roman pour les femmes, mais pas que, parce qu'effectivement, ce que l'on de voir, peut-être ça appartenait à des princesses napolitaines, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un ouvrage qui, au XVe siècle, évidemment, vous avez vu Louis XI et les rois d'Aragon, nous sommes dans la seconde moitié du XVe siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'au XVe siècle, les œuvres de Boccace étaient présentes dans toutes les bibliothèques princières de l'Italie, des Gonzague, aux Est, et comme nous venons de voir, dans la bibliothèque des rois aragonais de Naples. Fondée par Alphonse V d'Aragon, la Bibliothèque royale de Naples était, avec la Bibliothèque Vaticane, réorganisée par Nicolas V au milieu du XVe siècle, sans doute l'une des plus prestigieuses d'Europe, parce que celle de Naples, elle dépassait les 2000
volumes. Et comme nous venons de voir, le manuscrit italien 63 et d'autres manuscrits Boccace provenaient de cette bibliothèque. Mais plusieurs d'autres, encore exemplaires du Décaméron, étaient conservés dans la bibliothèque. Nous en avons vu des manuscrits et aussi l'imprimé. Celui de droite, c'est l'édition Princeps du Décaméron, donc le premier imprimé du texte de Boccace, imprimé à Florence chez Terentius, 1470-1471, et cet incunable aussi est conservé à la Bibliothèque nationale à la réserve, et il fait partie du lot des manuscrits, du lot des livres saisis par Charles VIII. Vraisemblablement, tous ces imprimés appartenaient aux barons rebelles. Les barons rebelles étaient plus jeunes d'âge par rapport au roi Ferdinand qui avait demandé la saisie des biens, et d'abord il les avait tous tués, mais surtout avant il avait saisi les biens, mais tous les livres. Donc c'est intéressant, cette circulation énorme vous en avez vu les manuscrits, l'incunable, et donc pareil, arrivé en France, mais aussi par exemple le manuscrit 487, il est documenté dans l'inventaire de 1544 du transfert de Blois à Fontainebleau, un autre livre en papier à la main intitulé Cento novelle di Boccaccio, donc c'est intéressant le titre en italien, donc ça montre cette immense fortune et également l'imprimé. Mais dans la bibliothèque aragonaise, il y avait d'autres textes de Boccace, il n'avait pas que et cette fois-ci, c'est des livres des rois, parce que vous voyez les armoiries en bas, au moins pour le premier et le troisième. Donc évidemment, le Filocolo, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg, mais lui aussi passé par la France, donc peut-être Charles VIII, peut-être Georges d'Amboise ou quelqu'un qui avait participé à la guerre d'Italie, parce qu'il était documenté, attesté dans la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés. Et évidemment, les deux autres que je vous montre sont conservés à Valencia, en Espagne, où a été transféré le noyau, je dirais, historique ou luxueux de la bibliothèque aragonaise. Donc l'œuvre de Boccace, pour conclure, avait trouvé ainsi sa place dans les plus grandes bibliothèques de la Renaissance en Italie, à côté des pères de l'Église et des grands auteurs de la littérature grecque et latine. Merci. Alors, merci beaucoup à tous les trois. On a quelques minutes, je crois, pour des questions, s'il y en a dans la salle. On a des micros qui peuvent circuler. Ou des remarques, ou des observations. C'est tellement complet. Alors, si vous sortez, c'est par là. En revanche, oui, madame. Bon, pardon. Oui, une question. Donc, le Décaméron apparaît avoir eu un succès immédiat. Est-ce que Boccaccio était déjà connu avant de l'écrire, ou bien ça a lancé sa célébrité? Ce n'est pas la première œuvre qu'il compose. D'abord, il compose par exemple le Filoloco et d'autres ouvrages qui sont composés plus dans la lignée des romans français qu'il vient de lire, donc qui sont très influencés par la tradition chevaleresque. Donc le Décaméron, c'est plutôt un ouvrage de mi-carrière, disons. Donc il est déjà connu. Oui, bonsoir, merci pour cette conférence absolument passionnante. Je voulais savoir de quand dataient les premières traductions en français. On a d'autres spécialistes dans la salle.
Alors, les premières traductions en français de Boccace datent du tout début du XVe siècle. En fait, le Boccace qui arrive au début en France, c'est le Boccace de la maturité. Ce sont ses écrits tardifs en latin qui sont faits plus dans la lignée humaniste de Pétrarque. Et donc, le De Claris Mulieribus, le De Casibus Virorum Illustrum, donc les histoires de nobles hommes et femmes. Et donc, c'est ça qui arrive en premier en France et c'est traduit assez rapidement au tout début du XVe siècle. Une grosse partie est traduite par Laurent de Prémier-Fait, le même qui traduit ensuite le Décaméron. Mais donc d'abord c'est le Boccace latin qui est traduit, puis le Boccace italien, et puis les ouvrages de jeunesse. Donc c'est un peu l'inverse par rapport à sa production. D'autres questions, remarques? Alors, et monsieur après. Je voulais juste dire que j'étais assez surprise, ne pas dire choquée, de vous voir toucher les pages à main nue. C'est nouveau parce qu'avant on mettait des gants. Toucher du papier avec des gants, c'est très dangereux. Alors, il y a un dicton en fait qui est assez simple. Vaut mieux avoir des mains propres que des gants sales. Donc en fait, de façon, toutes les études montrent et la BNF applique toutes les grandes bibliothèques au monde, à savoir que la manipulation se fait avec des mains propres, sèches et sans gants, parce que les gants posent des problèmes en termes de manipulation. On nous dit souvent que les chirurgiens portent des gants, ce qui est vrai, mais les gants des chirurgiens, on ne porte pas les mêmes, puisqu'en fait, les gants des chirurgiens sont poudrés pour absorber la sueur. Et je vous mets au défi de manipuler pendant 1 heure un volume avec des gants non poudrés, parce que la poudre, pour le coup, est toxique. En fait, vous allez avoir des épanchements de sueur sur le volume, donc en fait, ce sera catastrophique. Et en fait, en réalité, une manipulation, on va dire, avec dextérité, pour aussi sentir les pressions, parce que manipuler un volume, c'est extrêmement complexe. Vous avez la page, le papier est très fragile, vous avez les coutures, la relure, tout tire dans tous les sens. Donc, si vous avez des gants, vous ne sentez rien et vous avez plus de risque de tout casser. Donc, en fait, en revanche, vous voyez très souvent, pas à la BNF en tout cas, à la télévision, des conservateurs manipulés, en fait, c'est pour ne pas avoir de questions. Voilà, c'est un choix. Le choix de la BNF a été le choix de l'honnêteté et de manipuler en public, à la télévision ou en direct, tel qu'on le manipule nous-mêmes dans les salles et tel que les lecteurs manipulent en salle de lecture également. Les gants, ça sert uniquement pour les objets extrêmement fragiles du type le métal, les négatifs photos, ou quand c'est non pas le manuscrit qui court un danger, mais nous-mêmes, à savoir le plomb. Voilà, c'est quelques éléments de réponse, donc c'est tout à fait normal. Il y avait une question plus haut. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette conférence très intéressante. Moi, je voudrais aborder un autre sujet. Le Décaméron a été adapté au cinéma par Pier Paolo Pasolini. Et les souvenirs que j'en ai étaient assez licencieux, etc. Et ce qui m'avait le plus étonné, c'était le ton très très joyeux qu'il y avait dans tous ces récits. Et je voulais avoir votre avis par rapport à l'adaptation qu'il a pu faire par rapport aux textes originaux. C'est une question difficile, parce que je ne suis pas critique de cinéma, donc je ne peux que vous donner mon petit avis personnel. Mais cette sensation de joie, en fait, c'est un peu intrinsèque à l'œuvre, parce que c'est un recueil de nouvelles qui se veut plaisant, qui doit être léger, qui sert à passer le temps, à oublier les chagrins. Et donc ça, c'est repris. Après chaque révisitation au cinéma, il y en a des centaines. Il y a un très beau volume italien qui est sorti récemment, qui s'appelle Boccaccio Pop, qui fait un recensement de quelques 300 adaptations en un siècle et demi, à partir du milieu du 19e
19e siècle. Donc il y a beaucoup d'ouvrages au cinéma qui se sont inspirés de Boccace, du Décaméron, et chacun l'a un peu refait à sa sauce comme il voulait. Mais à la base, c'est une lecture joyeuse. Je peux vous dire que quand on le lit en seconde, on lit d'abord Dante, après on lit Pétrarque et après on lit Boccace. On est ravi de passer de Dante à Boccace parce que les trois auteurs sont des lectures obligatoires dans le lycée, pas qu'au lycée, dans l'enseignement secondaire en Italie. Et je peux vous dire que Boccace, c'est bien plus facile, agréable que même Pétrarque est beaucoup plus complexe et difficile. Donc effectivement, c'est très joyeux. On reste sur cette note joyeuse. On donne rendez-vous au 13 janvier 2026. Merci beaucoup. Et dernière chose aussi, le manuscrit, donc le 482, sera présenté dans le musée Richelieu. Alors bien sûr, derrière une vitrine. Et donc dans quelques mois, durant 4 mois, c'est la seconde rotation. Donc si je ne me trompe pas, ça doit être janvier, mai.